Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Oui, c'est le moment de discuter avec Nick Payne. On va parler de cette affaire Iman Khelif, donc cette boxeuse algérienne. Écoutez, ça a été finalement récupéré, cette histoire, dans la guerre culturelle, comme on dit. Et vraiment, là, c'est allé dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de l'époque? Pourquoi ça a pris de telles proportions? On va en parler. Bonjour, Nick. Bonjour, Karima. J'allais dire en japonais, mais je ne suis pas certain de laisser. C'est sayonara ou... Oui, bon, c'est bref. ça. Exact. Tu n'as pas tout mangé ta Kit Kat encore? Oui, là? non, c'est ça. En fait, je me remets encore de cette fameuse Kit Kat au saké. Là, franchement, j'ai encore des vapeurs de saké, donc voilà. Mais revenons aux vapeurs de polémique. Revenons à tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait? D'abord, un constat sur cet été, à partir de l'affaire Iman Khelif, mais de plein d'autres affaires. Le wokisme existe toujours et il est très, très en forme. Il pénètre les lieux de pouvoir, les grandes organisations, le débat public. Il est un facteur de marquage, de polarisation important. Tu sais, on dit parfois que c'est la gauche qui prescrit les étiquettes, les courants politiques, qui décide qui est de droite et qui est, est suffisamment vertueux pour se mériter le certificat de fréquentabilité de gauche. C'est cette même gauche qui a réussi, je dirais, depuis quelques mois maintenant, presque un an, à rendre suspecte l'étiquette du wokisme. On a dit, c'est une étiquette... c'est inventé par la droite, ça, et on en abuse, on l'utilise à tort et à travers pour disqualifier des gens qui sont, au fond, qui ne sont que progressistes et qui sont sensibles aux injustices. Et comme c'est souvent le cas, cette injonction de la gauche a fonctionné. Plusieurs personnes qui ne sont pas formellement de gauche, qui aujourd'hui, lorsqu'elles veulent parler du wokisme, choisissent d'autres mots ou alors font une mise en garde avant d'employer l'étiquette en disant faute de mieux, je vais dire wokisme. On dit woke, là, mais on sait bien que c'est un peu suranné. Tu sais, à chaque fois qu'on parle de ce phénomène-là, on ne va pas non plus se mettre à faire une thèse de sociologie et de politique. Le wokisme, ça existe encore et ça décrit un courant qui est présent. On comprend bien de quoi on parle quand on parle de ça. Bien sûr, il y a des poilièvres, il y a parfois des logos qui emploient cette étiquette n'importe comment, mais c'est pas parce qu'une étiquette est mal utilisée qu'elle devient soudainement caduque et qu'elle n'est plus valide par ailleurs. Le wokisme, on sait ce que c'est. C'est ce phénomène presque idéologique certainement, presque à caractère religieux parfois, qui touche beaucoup les classes plus bourgeoises ou culturellement bourgeoises ou instruites, qui est un marqueur aussi social. Si on adhère, si on se dit woke ou si on défend l'idée du wokisme, on se place du bon côté de la morale. Qu'est-ce que c'est le wokisme? C'est l'adhésion à un ensemble de thèses qui émanent essentiellement des campus universitaires américains, qui remettent en question la liberté d'expression, par exemple, qui adhère fortement et complètement à toutes les théories sur la fluidité du genre et tout ça, que dire aussi, là, c'est le féminisme intersectionnel 2.0, là, le plus abouti, souvent très victimaire. Alors, je pourrais continuer longtemps. Oui, aussi beaucoup sur les enjeux aussi en lien avec les minorités, comme si finalement ce courant-là avait le monopole de la vertu sur finalement la gestion des enjeux liés aux droits des minorités, alors que c'est une façon de voir les choses. Et souvent, effectivement, ce wokisme, on va trouver qu'il va avoir une étanchéité avec les thèses racialistes, où finalement on va séparer les groupes en fonction de la couleur
couleur de peau, en fonction de l'origine. Il y a toute cette réflexion à savoir aussi la culpabilité originelle de l'homme blanc occidental, des sociétés occidentales aussi, et de leur culpabilité dans l'histoire. Et aujourd'hui, donc, il y aurait cette déconstruction à faire pour ramener cette justice. Et tu l'as dit, c'est aussi, je pense, les impacts que ça peut avoir, notamment sur, tu as parlé de la liberté d'expression et autres, mais il y a vraiment des enjeux sur ce chapitre-là et sur de cette respectabilité sociale, hein, les codes qu'on met dans l'espace public, de dire, ben, finalement, si vous avez telle ou telle vision des choses, vous êtes respectable, ou sinon, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Ça semble un peu binaire, mais c'est quand même ce qu'on observe. Absolument, c'est un mouvement qui se dit décolonial, mais qui est en même temps une forme de colonisation mentale américaine du monde entier. Hein? C'est ce qui est paradoxal, mais c'est un mouvement très, très, très américain dont l'univers mental, les catégories mentales sont essentiellement états-uniens, avec l'obsession notamment pour la diversité superficielle à l'américaine en fonction des couleurs de peau et de ce qu'on appelle les races. On ramène la race dans le débat. Tu parlais de l'homme blanc. Et peut-être juste, parenthèse, il faut dire quand même, avec les États-Unis, qui ont leur histoire aussi. Donc, il y a peut-être des catégories, tout ça, leur histoire leur appartient aussi. Là. Donc, je suis d'accord avec toi sur cette thèses-là. Sont valides aux États-Unis, tout à fait. Et puis, l'homme blanc, comme tu disais si bien, est au sommet de la pyramide des oppressions, hein, des oppresseurs. L'homme blanc ordinaire, occidental, hétérosexuel. Bon, et les concepts, l'étirement des mots pour agrandir les catégories infamantes. Hein. Alors, le racisme, aujourd'hui, il suffit pratiquement d'être en désaccord avec une personne qui a la peau noire pour être raciste, par exemple. Ou la culture du viol. Donc, peut-être juste ramener ça. Donc, tu disais, en fait, l'affaire Iman Khelif, ça nous rappelle, en fait, que ça a été finalement récupéré dans cette guerre culturelle. Dans cette guerre culturelle, le marquage, si tu veux, des bons et des méchants, à partir de la position qu'on prend sur Iman Khelif, est désormais en marche. Alors, toutes les belles personnes bien pensantes mettent des photos d'Iman Khelif sur leur profil, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou prennent position là-dessus. La dernière manifestation en date de ça, à mon avis, ou une qui est très intéressante, c'est l'article d'Isabelle Haché dans la presse qui présente Iman Khelif à travers l'idée que elle est une femme dont on exige certains standards de féminité, hein, ce qui serait évidemment condamnable et ce qui serait à la limite patriarcale ou très, très peu féministe. Elle fait l'impasse complète sur tout le pan d'information qui vient davantage de la fameuse association de boxe là, qui a été exclue par le CIO, mais qui néanmoins, elle, maintient que Mme Khelif et une autre boxeuse ont des chromosomes X et Y. Alors, Haché dit, cette fédération-là est trop proche de la Russie, donc il ne faut pas la croire. Et on ne résout pas, en fait, le mystère, c'est-à-dire, ces histoires en lien avec la Russie, mais ça permet aussi d'éviter le débat, c'est-à-dire que si, effectivement, il y a des caractéristiques XY, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a comme... il y a ça aussi. Non, le débat est devenu essentiellement un débat, un autre épisode de ce sempiternel débat sur le genre. Et donc, il y a la théorie du complot, hein, vraiment que cette association de boxe a exclu Mme Khelif parce que elle est proche de la Russie. Moi, j'ai regardé les résultats des championnats mondiaux en question l'année dernière, desquels Mme Khelif a été exclue, et aussi une autre boxeuse. Et la Russie n'y fait pas du tout bonne figure. Hein? Je dis ça en passant comme ça. Là, c'est bon, les Russes non, mais sur la récupération, après, dans les débats, sur la récupération de ce type de débat, par exemple, de déstabilisation par la Russie ou par d'autres puissances, c'est une possibilité. Par exemple, on a vu en France, des fois, dans certains débats, quand il y avait eu des histoires en lien avec les punaises de lit partout à Paris, on a compris après qu'il y avait eu apparemment de l'ingérence étrangère pour pousser cette affaire-là. C'est une possibilité. En fait, on le sait pas. Là. C'est une possibilité, mais nonobstant que ça existe ou pas, ça n'enlève pas quand même le débat de fond sur
cette question-là aujourd'hui sur le genre biologique, sur l'identification ou le genre ressenti. C'est une vraie question dans le sport. Oui, il y a la question de l'hyperandrogénie, des caractéristiques exceptionnelles, mais il y a la question aussi à part aussi des athlètes trans. Donc, ça fait partie aujourd'hui quand même de ces questions que les différentes fédérations doivent trancher. D'ailleurs, si vous regardez la fédération d'athlétisme, il y a certaines règles. Il y a certaines règles qui ont été établies, puis dans d'autres fédérations, c'est différent. Donc, il y a ça aussi. Ça existe, puis ça fait des années que c'est pas tranché à 100%, là. Et le CIO, le Comité international olympique, ne cède pas du tout dans ce dossier-là parce qu'il refuse de divulguer toute information qui nous permettrait de mieux comprendre ce dossier. Et il se borne à dire, nous, on regarde le passeport. Si c'est écrit femme, vous êtes une femme et vous compétitionnez contre les femmes. Ça, c'est très clairement une adhésion à une certaine idéologie. Là. Donc, pourquoi créer des compétitions féminines si finalement n'importe qui peut y aller, n'importe qui décide de se dire femme. Le débat est là. Et théorie du complot pour théorie du complot, moi, je vois pas pourquoi il faudrait ne retenir que la possible ingérence russe dans ce dossier et oublier complètement toute une série d'informations qui semblent vraisemblables par ailleurs, qu'on a sous les yeux. Alors vraiment, là, on est au cœur de la guerre culturelle et certains veulent qu'on choisisse notre camp et qu'on soit à la méchante droite ou des gens éveillés aux injustices. Dans ce cas-ci, l'excès d'attente envers une femme pour qu'elle soit plus féminine. Mais alors qu'il y a Isabelle Haché parle de test de féminité. Alors, personne n'a utilisé ce vocabulaire-là dans la fédération en question. On a parlé de tests de karyotype, donc pour savoir, pour étudier les chromosomes. Alors, bref. Donc, effectivement, disons que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et en terminant, on aura l'occasion d'en parler davantage, mais peut-être en une petite minute. Veux-tu nous parler de Kamala, la Kamala Mani? Est-ce que c'est vraiment, tu poses la question, est-ce que c'est vraiment une embellie démocrate qui est durable ou on est dans une lune de miel? Oui, alors je pense qu'on peut dire qu'il y a un vrai effet Harris, au minimum un effet mobilisateur chez les démocrates, et puis ça se reflète dans les sondages. On est encore à peu près dans la marge d'erreur entre Trump et Harris, il faut le rappeler. Ensuite, il est assez évident aussi, surtout au Québec, là, qu'il y a un biais démocrate dans plusieurs médias qui est très fort. Le Devoir titrait hier, imagine que les appuis à Mme Harris allait bientôt augmenter. Alors, on n'est plus dans le sondage, on est dans la cartomancie, je ne sais trop. C'est quand même amusant comme titre et à mon avis, ça puis plein d'autres éléments de la couverture du Devoir et notamment de Radio-Canada montrent un certain biais à mon point de vue. Mais donc, plus largement, il faut rappeler quand même que ça existe, l'effet nouveauté, l'effet lune de miel en politique. Et Mme Harris, à ce jour, ne s'est prononcée sur aucune question épineuse, n'a pas participé à un débat encore, n'a pas été interviewée de façon serrée par des journalistes sérieux qui voudraient la cuisiner, sur certains enjeux plus clivants. Alors, respirons par le nez, on verra pour la suite des choses. Je pense qu'on peut modérer tout de même un peu la Kamala Mani qui transpire de la couverture générale de ce dossier-là. En fait, c'est-à-dire dans l'intérêt public, je pense que ça va être de savoir qu'est-ce qu'elle propose exactement, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et par contraste avec Donald Trump, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le boulot des journalistes, c'est pas d'être des pom-pom girls ou pom-pom boys d'un candidat ou d'un autre, malgré ses préférences. C'est vraiment d'y aller puis d'exposer la situation. Puis c'est pas effectivement toujours ce qu'on voit nécessairement quand on lit la presse internationale ou locale. Donc, oui, tout à fait. Et sinon, pour la communication, quand même, de ce point de vue, communication de Kamala Harris, puis même avec le choix du colistier,
de l'homme qui est un peu le bon voisin, le bon oncle, le gars ordinaire qui est connecté au peuple, elle qui est plus du monde élitiste. Donc, d'un point de vue communicationnel, on peut dire que la manche, c'est 1-0 pour Mme Harris en ce moment. Et on verra effectivement, comme tu posais la question, est-ce qu'on est dans cette embellie durable ou lune de miel? On aura l'occasion de s'en reparler. Nick Payne, merci beaucoup. Sayonara, abrigato, je sais plus. Chaque aujourd'hui, tout le monde va me parler en japonais. Ah, tu n'es pas sorti du bois.